Ok. Alors, l'amour, le sexe, la psychanalyse, c'est le titre de votre ouvrage. 3 mots qui en font la trame. Variation sur le couple et sur le lien social, c'est le sous-titre en italique de la couverture, et c'est la chaîne qui court sur vos 3 parties et 21 chapitres. Comme l'a dit Delia, c'est un ensemble de communications pour des colloques, des séminaires, des articles, et on comprend que ça a une fonction de transmission et d'enseignement. Donc, vous parlez d'un certain nombre de concepts lacaniens pour la plupart, mais vous parlez de Freud aussi, sur lesquels je ne reviendrai pas beaucoup. Je vais surtout parler et vous interroger sur les 2 autres parties qui parlent autour du concept qui a organisé pour moi l'ensemble de ce travail, qui est la ségrégation. C'est un concept paradoxal, dont vous dites qu'il appartient à la psychanalyse, qui a commencé par m'étonner, je ne le savais pas, et on va essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Donc, dès ma première lecture, un point de vue s'est imposé pour moi. La proposition du 9 octobre 1967 sur la psychanalyse de l'école, texte dont vous offrez 2 versions, que vous citez longuement, que j'ai relu moult fois et sur lequel j'ai interrogé mes collègues pour essayer d'avoir des éclaircissements, et c'est surtout les vôtres qu'on va avoir. Voilà. Vous insistez vous-même sur le caractère disruptif, paradoxal, et c'est le moins qu'on puisse dire, car la terreur même ne semble pas absente. Je me suis permis d'utiliser ce mot parce que vous l'utilisez vous-même. L'organisation de votre propos a été pour moi le terme de ségrégation. Voilà, donc ça je vous l'ai déjà dit, je le relis et je vous l'ai dit. J'en reviens au propos général quand même, pour que ceux qui n'ont pas lu le livre aient une idée globale. Donc, vous parlez du lien. Qu'est-ce qui fait lien entre 2? D'abord, il faut être 2. Enfin, il faut qu'il y ait 2 choses, en tout cas, si ce ne sont pas 2 personnes. Donc, vous citez Bion avec l'appareillage psychique qui, dès l'entrée dans la vie, fait déjà plus qu'un, en tout cas, oui, on peut dire plus qu'un, puisqu'il y a un appareillage, il y a forcément 2. Puis vous parlez, citant Lévi-Strauss, de l'hypothèse selon laquelle la société humaine serait née sous la pression de la peur et de la haine qui aurait forcé finalement les hommes à se rendre solidaires les uns des autres par une sorte de contrat où chaque famille aurait renoncé à quelque chose pour se créer des droits de coopération avec les autres. Le terme de famille apparaît tout de suite, évidemment, et vous parlez, commentez un peu l'article de Lacan sur les complexes familiaux, et où Lacan prévoit que l'Oedipe ne survivra pas forcément éternellement aux changements liés au déclin du patriarcat, sans sembler pour autant s'en alarmer. Vous insistez sur le fait que pour Lacan, le social se situe, selon ces termes, en exclusion interne à l'individu sujet. J'ai eu tellement de mal que je l'ai mis sur une petite feuille parce que je n'arrivais pas à le dire. C'est vrai que c'est troublant, hein.
l'exclusion interne. C'est vraiment angoissant. Hein. Vous dites aussi, ce qui pour moi n'était pas évident, que les 4 discours eux-mêmes, eux aussi, sont des modalités du lien social, où chacun d'eux, finalement, dit une manière de vouloir maîtriser l'autre comme objet de jouissance. Donc, il y a un discours du maître qui est ségrégué, on va dire, qui est séparé des autres, pour être simple. Mais pourtant, les autres aussi ont quelque chose de discours du maître. Vous donnez une importance toute particulière au 5e discours, celui du capitalisme, qui laisse chaque individu prolétaire sans lien social possible. Vous allez développer cela dans la 3e partie de manière assez longue. Je pense que d'autres personnes développeront, ou vous, moi je ne vais pas m'y appesantir. Pour ce qui est de la ségrégation, c'est la science qui accentue son extension. Alors là déjà, c'est pas simple de comprendre comment la science fait ségrégation. Mais, alors vous me direz si ce que je dis est plus ou moins juste. C'est votre lecture. Hein. Oui, oui, non mais là je peux carrément me tromper parce que c'est quand même très complexe. C'est que, ayant un point de vue universel, elle tente de gommer les différences qui sont inassimilables, et du coup, ceux qui ne peuvent pas rentrer dans cette universalité se retrouvent exclus, ce qui est différent, comme vous l'analysez, de la ségrégation, qui n'est pas forcément exclusion. Par exemple, je dis un peu d'humour, j'avais retenu la ségrégation urinaire, qui fait que les filles et les garçons ne vont pas aux mêmes endroits dans les toilettes, ce qui ne veut pas dire que cette séparation implique une hiérarchie. Voilà, parce qu'il y a des ségrégations qui impliquent que l'autre est dans une position de soumission, de subalterne, et d'autres non. Voilà. Donc, pour dire aussi que la ségrégation, c'est absolument nécessaire, puisque dès qu'il y a 2 signifiants, qu'il y a du langage, eh ben, il y a une séparation des 2. Maintenant, bon, vous citez l'étymologie du mot, qui est à propos de grex, qui veut dire troupeau, et c'est qui fait séparer. Donc ça veut dire qu'il y a des ensembles qui sont séparés. Voilà, ce qui en soi n'est pas négatif, loin de là d'ailleurs. Voilà. Pourtant, évidemment, on glisse vite vers des inégalités dans les troupeaux, si on peut dire comme ça, dans les ensembles. Et la question de l'exclusion, évidemment, revient. Elle revient et il faut quand même dire que si la science provoque la suppression du sujet du savoir comme étant quelque chose qui serait, on dirait, universel, le sujet de la science, c'est quand même grâce à l'arrivée de la science que la psychanalyse a pu naître, puisque quand c'était le religieux qui dominait, il n'y aurait pas eu possibilité de faire la psychanalyse dont Freud a toujours voulu que ce soit une science. Voilà. Alors pour Lacan, c'est très ambigu, parce qu'il y a des moments où il le revendique complètement, et d'autres, évidemment, qui ne sont pas au même moment, où il dit que le discours de la science, que carrément, alors j'avance dans mon propos, les camps de concentration nazis n'en sont qu'un préliminaire. Enfin, il ne dit pas préliminaire, mais le mot, ça veut dire à peu près ça. Donc là, on commence des fois dans le dur. Oui, à sursauter un peu. Voilà. Donc, par rapport aux religieux et aux laïcs, puisqu'on arrive dans le propos,
je voulais souligner aussi que pour Freud, le fait que la psychanalyse soit laïque, profane, ça n'avait pas à voir avec la religion, ça avait à voir avec la science et la médecine. Je dirais la médecine, mais alors, oui, dites. Non, non. Bon, après, le caractère laïque de la psychanalyse, oui, pour Freud, c'est une manière de faire en sorte que la psychanalyse s'émancipe de la médecine et de la religion. Ah, et de la religion. Et de la religion. Alors, je vous avoue que ça m'avait... Alors, non, bon, lisez sa correspondance avec Pfister. Je vous crois tout à fait, et je suis contente que vous le disiez tout de suite pour que je ne m'enfonce pas dans l'erreur. Voilà. Donc voilà. Et par contre, voilà, j'avais retenu du côté de Lacan, dans le discours duquel on va finir par rentrer, mais je tourne quand même autour, que pour lui, pour que la psychanalyse devienne vraiment laïque, alors je vais vous lire les passages parce que je ne voudrais pas les déformer, il faut que la religion juive soit interrogée dans ses textes et que, en particulier, il n'a pas pu le faire à cause de son exclusion de l'IPA. Donc là, on voit les échos de la ségrégation qui se glisse dans l'histoire particulière. Et donc il dit que, oui, le nom du père, oui, il faudrait qu'il l'interroge. Il voulait faire ça dans son séminaire qu'il n'a pas pu faire parce qu'il a été exclu de Sainte-Anne et des didacticiens de l'IPA. Et que c'est bien dommage, il ne le fera jamais. Mais c'est pas pour rien que c'est à ce moment-là que ça s'est passé, au moment de son exclusion, au moment où il allait parler de ça, et que donc, eh bien voilà, la psychanalyse ne pourrait être vraiment laïque que si on interrogeait au sein de la psychanalyse la religion juive. Voilà. Donc on va rentrer dans le texte particulier parce que c'est comme ça qu'on pourra l'éclairer. Mais bon, ce qui est clair, parce qu'il y a des choses claires, des choses moins claires, c'est que, effectivement, les Juifs se sont, enfin, dans le texte, puisque après il y a toutes les modalités qu'on peut imaginer de se reconnaître comme juif ou pas, mais dans les textes, il est dit, dans le Deutéronome, qu'il ne faut pas se mélanger, que voilà, il faut rester à part, et ça n'a jamais été une religion, peut-être à certains moments historiquement, mais en gros depuis qu'on connaît l'histoire, qui aurait voulu être universelle. Voilà. Donc par contre, on sait, j'ai été regarder de plus près parce que c'est vrai que ça m'a troublé, que la vraie religion c'est la religion chrétienne. Donc je me suis non chrétienne, j'ai été regarder de près. J'ai été regarder de près parce que qu'il y a Hegel, il s'appuie sur Hegel, je ne le savais pas, donc ça m'a permis d'apprendre plein de choses, que pour Hegel, l'État ne pouvait être juste, bien établi, que si la religion chrétienne, mais protestante, lui servait de soubassement. Ça ne veut pas dire qu'il fallait que l'État soit religieux, mais il y a quand même ça. Donc, si vous voulez, la vraie religion, il l'a, si je ne me trompe, sorti de Hegel. Alors, on va aller dans le texte après, mais je veux quand même aller jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Voilà, parce que c'est vrai que ça a fait pavé pour moi. Comment ? Ça a fait pavé pour moi. Et c'est vrai que quand j'ai lu votre texte, tout d'un coup, j'ai eu un point de vue. Et j'ai tout vu de ce point de vue. Donc, je m'en excuse. Non, non, mais par rapport aux autres, parce voilà, qu'il y a des tas d'autres choses. Mais c'est vrai qu'une fois que j'ai lu ça, j'ai été complètement fasciné. J'ai eu une certaine fascination. Donc, quand même, je parle du reste. Parce que le reste existe. Voilà. Donc, voilà. Avant de vous donner la parole, à propos de ce texte, de la proposition de 67 pour l'école,
Je tiens à souligner combien votre livre est soigneusement et richement documenté, combien j'ai apprécié sa fonction d'enseignement et de transmission, qui laisse la place à des ouvertures fermes et déterminées quant au fait que pour traiter avec les barbaries et continuer à promouvoir la psychanalyse comme résistance à l'indifférence générée par le discours capitaliste, les psychanalystes ne peuvent s'exclure du politique. Je vais vous lire page 252. Comme lien social spécifique, la psychanalyse, pas plus que les autres discours cardinaux, n'est indépendante. C'est même ce qui fait qu'ils participent tous à une même ronde des discours. La question est donc double. Qu'est-ce que le monde, tel qu'il est devenu ou en train de devenir, fait à la psychanalyse? Mais aussi, qu'est-ce que la psychanalyse peut faire ou peut proposer au monde? Et surtout, qu'est-ce que cela impose aux analystes dans leur pratique, dans leur théorisation ou dans leurs interventions, dans leurs interventions dans la vie de la cité, que ce soit comme individu, comme association ou comme école. Bref, l'indifférence en matière de politique est-elle encore de mise? Point d'interrogation. Bref, l'indifférence en matière de politique est-elle encore de mise? Voilà, parce que c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Vous soulignez, ça me paraît très important, que avant d'être une pratique de la singularité, la psychanalyse est une éthique de l'altérité. L'autre en soi ignoré, tout d'abord, et les autres jouissances, la jouissance autre, et vous dites, celle des femmes, celle du juif, celle du noir, celle de l'homosexuel, etc. On peut en citer bien d'autres. J'en profite pour dire que vous traitez avec finesse, parce qu'il y a différents exils, racisme, colonialisme. J'ai beaucoup apprécié les trois barbaries que vous distinguez par rapport au colonialisme, avec Aimé Césaire qui en parle particulièrement, c'est-à-dire le fait de penser que la civilisation occidentale, qui historiquement a effectivement colonisé plein d'autres populations, Amérique, Afrique, Asie, je ne sais pas trop. Ah, si. Oui, c'est vrai. Ah, quand même. Oui, bien sûr, mais c'est vrai que je... Oui, carrément. Oui, ok. Bon, voilà, les autres continents, on peut dire, effectivement. Et ceci a rapport avec les problèmes actuels de l'émigration, qui vraiment envahissent le discours du monde politique et de manière extrêmement inquiétante. Parce que je trouve cette analyse très juste. D'abord, on a été piller leurs ressources. On a dit en même temps qu'on leur apportait la civilisation. Et une fois qu'ils ont été obligés de rentrer dans cette ronde d'échange des marchandises et de culture, de se juger à l'aune de la société occidentale, on leur dit qu'il ne faut pas qu'ils viennent chez nous et qu'ils n'ont pas la même culture. Voilà. Donc c'est assez problématique. Voilà. Donc vous parlez de ça. Et je voulais aussi vous lire page 254, c'est la fin du livre, où vous dites oui, que effectivement la psychanalyse ne soit pas se fermer au monde, que les ségrégations qui sont problématiques, les femmes d'un côté, les hommes d'un côté, les noirs d'un côté, tout ce qu'on veut, voilà, les trans, les cis, les je sais pas quoi, il ne faut pas, j'ai bien aimé votre expression, il ne faut pas que les psychanalystes se ferment les yeux et se pincent le nez dès qu'il est question de globalisation
de problématiques du genre, de colonialisme, de racisme, de ségrégation, d'écologie, de climat, de santé. Car la psychanalyse a besoin de vie, de la vie, condition de toute jouissance, et pas seulement de signifiant et de symbolique. Voilà. Donc maintenant, avant de vous passer la parole, je vais juste citer les passages, quelques passages que j'ai marqués, page 178. Voilà, j'y suis. Alors, j'ai même du mal à voir en même temps que de parler. C'est-à-dire, oui, c'est compliqué, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, parce qu'il faut que je me mette comme ça. C'est compliqué. Très compliqué. Bon, écoutez, j'y vais et puis on reviendra dessus, parce qu'il faudrait lire tout, et il n'est évidemment pas question que je lise toute la proposition. Donc, voilà, mais j'ai juste ces passages. C'est pourquoi spécialement la religion des Juifs doit être mise en question. C'est Lacan qui parle, hein? Oui, pas Sidi Ascofaré. Ah bien sûr que non. Non, c'est la proposition que je lis, c'est pas... bien sûr que non. Non, parce que justement, vous vous interrogez aussi. Bon, voilà. La religion des Juifs doit être mise en question en son sein. Je m'en tiendrai à ces indications. Je vous lis juste un autre passage où c'est là que vous parlez, entre autres, enfin un peu. C'est vous qui parlez. Je vous engage à retenir ce qui me paraît ici la thèse fondamentale, à savoir l'existence d'une ségrégation dans et par la psychanalyse, et plus encore le lien établi par Lacan entre cette ségrégation et celle-ci avec la religion juive. Nous y reviendrons dans ma dernière intervention, etc. etc. Voilà, écoutez, Oui, vous pouvez absolument applaudir Françoise parce qu'elle a fait un boulot énorme de lecture. Et elle a essayé de restituer un petit peu ce dont il s'agit dans l'ouvrage à partir de son point de vue, hein, du point de vue qu'elle a choisi, à savoir celui de la ségrégation. Bon. Avant de lui répondre, je tenais d'abord à vous remercier de votre accueil, de votre invitation. Et je suis vraiment très honoré de pouvoir échanger avec vous autour de cet ouvrage qui n'est pas un livre au sens où je ne suis pas parti de l'idée d'écrire un ouvrage sur le thème en question, mais grâce à la pression amicale de mes amis, des forums, et notamment du conseil éditorial des éditions nouvelles du champ lacanien, j'ai été amené, en effet, à rassembler un certain nombre de travaux, donc des articles dans champ freudien, dans champ lacanien, pardon, et dans certaines revues de l'école, des conférences que j'ai prononcées en Amérique latine ou dans d'autres pays, dans le cadre de mon activité d'universitaire ou en tant qu'invité de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, etc. Alors, pourquoi ce livre et pourquoi sous cette forme? Je dirais d'abord, je vais revenir à votre point de vue et à vos questions. Juste pour dire que mon idée, au départ, c'était de rassembler une partie de mes travaux qui traitent de la question du lien social. C'est pour cela que le titre auquel j'avais pensé pour rassembler ces travaux, c'était « Variation sur le couple et sur le lien social ». C'était même à l'origine « Variation sur le lien social ». Et voulant y intégrer une série, un séminaire que j'ai prononcé en effet à Medellín sur la question du lien social, mais envisagé à partir de la question du couple, que j'ai décliné en couple sexuel, couple amoureux et couple psychanalytique. Il m'a été suggéré, donc c'est le titre de l'éditeur, d'intituler l'ouvrage « L'amour, le sexe, la psychanalyse ». Donc
les 3 couples en question et de mettre variation sur le lien social en sous-titre. Hein. C'est pour vous donner un petit peu l'historique. Hein, je ne suis pas parti de l'idée de faire un livre sur l'amour, sur le sexe et la psychanalyse. Alors, pourquoi cette question du lien social? Ça a été un des aspects de mes travaux à l'université et dans le cadre des activités, de mes interventions, de mes contributions à l'association, à l'école auquel j'appartiens, c'est-à-dire le Forum du champ académique. Alors, j'avais au préalable, quelques années avant, il paraît que je fais jeune, mais je suis aussi ancien que vous, parce que j'ai passé je suis dans les 7 et quelques. Hein. Et donc, quand j'étais à l'université, quand j'étais professeur de plein titre à l'université, même quand je suis passé de maintes conférences à professeur, j'ai rassemblé une série de travaux autour de la question de la science et du discours de la science. Il est évoqué d'ailleurs dans les pages l'ouvrage en question qui s'intitule « D'un discours l'autre, la science à l'épreuve de la psychanalyse ». Donc, d'une certaine manière, si je pouvais résumer mon parcours dans la psychanalyse, c'est pour cela que j'ai intitulé cet ouvrage-là « D'un discours l'autre », c'est-à-dire du discours de la science, du discours de la psychologie à la psychanalyse. Hein, c'était ça. Ça a été ça mon parcours, puisque ma thèse de doctorat de 3e cycle en 1981, je peux vous dire que je ne suis pas né d'hier, hein, portait sur l'idéologie, et notamment sur la question de la transformation des représentations idéologiques chez les travailleurs immigrés maliens en France. Puisque, comme vous le voyez, je ne suis pas de Toulouse au sens strict, puisque je viens du Mali et je viens en particulier de la très belle ville de Tombouctou, où j'ai fait toutes mes études jusqu'à mon bac, et que c'est après le bac, donc avec toutes mes dents, que je suis arrivé à Toulouse, en 1973. Alors, je ferme la parenthèse. J'ai des origines, j'ai une formation qui n'est pas la formation classique qui est donnée en France. J'ai donc une perspective également sur les choses qui n'est pas celle qui est nécessairement partagée par mes collègues psychanalystes, que ce soit ceux de mon école ou ceux d'ailleurs. Donc, ça explique un certain nombre de points, peut-être qui ont suscité votre intérêt ou qui ont suscité un recul ou une critique de telle ou telle manière d'appréhender les choses. Alors, pourquoi cette question du lien social? Il me semble que c'est quand même lié à une option qui est une option déterminante dans l'association et l'école à laquelle j'appartiens. C'est-à-dire que le choix que nous avons fait au moment où on s'est séparé de l'école de la cause freudienne, c'est de dire qu'il y a un champ lacanien, qui est le champ lacanien de la jouissance, qui n'est pas le champ freudien, et que ce que Lacan a conçu comme appareillage théorique, qui n'est pas ce que beaucoup de lacaniens partagent, à savoir la question du signifiant et de la logique du signifiant, c'est le discours en tant que mode de traitement de la jouissance et en tant que structure qui rend compte des différentes modalités du lien social, d'où il tire ces 4 discours. Alors, c'est ce parcours-là, au fond, la manière dont j'ai été amené au fur et à mesure à interroger ce que Lacan appelle discours, ce qu'il appelle jouissance, les différentes figures des traitements de la jouissance, les différentes associations, ou les différentes institutions plutôt, qui prennent en charge ces discours, que ce soit du côté de la famille, que ce soit du côté de l'université, que ce soit du côté de l'État, etc., etc. C'est l'ensemble de ces phénomènes que j'ai été amené au fur et à mesure, sous tel ou tel angle, à explorer
Et c'est ce que vous retrouverez là. C'est pour cela que c'est un ouvrage dans lequel je parle bien sûr d'amour, de sexe et de psychanalyse, mais je parle aussi de l'université, je parle de la politique, je parle du droit, je parle de la famille, etc., etc. C'est-à-dire l'ensemble des structures sociales à partir desquelles on peut interroger les sujets dans le rapport à la jouissance ou les institutions dans la manière dont elles ont à prendre en charge et à traiter la jouissance. Alors, donc ça c'est pour vous donner une idée globale, hein, générale du parcours qui est contenu dans ce travail-là. Donc au fond on peut dire que c'est un ouvrage qui s'appuie sur une ressource principale qui est le séminaire de Lacan de 1969-70, c'est-à-dire l'envers de la psychanalyse, et l'écrit qui lui est contemporain, c'est-à-dire Radiophonie. C'est à partir de Radiophonie et de l'envers de la psychanalyse que j'essaie d'explorer un certain nombre de thèmes, que j'essaie de prendre en charge un certain nombre de questions qui ont été au cœur des débats qui ont traversé mon association et auxquels j'ai contribué à la hauteur de mes petits moyens. Alors, donc vous, de tout ce parcours, de toutes ces questions, insignifiant, on vous a arrêté. C'est le signifiant de ségrégation. Signifiant que j'ai essayé de prendre en charge, d'interroger et d'explorer à partir de ce qui m'a paru souvent une confusion chez les lecteurs de Lacan. Cette confusion, c'est la confusion entre la ségrégation, la discrimination, le racisme. Voilà. Il y a des points communs. Il y a des points à partir desquels on peut considérer que telle modalité de ségrégation peut se rapporter à la discrimination et que le racisme peut mettre en œuvre des procédures de discrimination et de ségrégation. Mais ce qui m'a paru important, c'est... Alors, donc, je disais que, au fond, ce qui a constitué le point de départ de ma réflexion, c'est que les psychanalystes, d'une manière générale, et notamment mes collègues au forum, j'ai eu le sentiment qu'il y avait une confusion entre ces trois catégories, ou ces trois notions de ségrégation, de discrimination et de racisme. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'à un moment donné de son parcours, Lacan a été amené à parler du racisme, notamment, si vous vous en souvenez, dans sa télévision, où il prophétisait même la montée du racisme. Les psychanalystes en ont fait leur chou gras, si je puis dire. Et ici ou là, à telle ou telle occasion, il utilisait le terme de discrimination, il utilisait le terme de ségrégation. Et il me semble que dans le discours commun, il y a une tendance, une propension à considérer que tout ça c'est la même chose. Et donc que là où il y a de la ségrégation, on soupçonne qu'il y a de la discrimination ou qu'il y a du racisme. Il me semble que j'ai essayé de montrer, difficultueusement, je le reconnais, mais il me semble que nous allons pouvoir en discuter, que ces trois termes ne sont absolument pas équivalents. Et qu'il ne faut pas, d'ailleurs, parce que c'est dangereux à mon sens, ramener ou réduire le racisme à une pure et simple ségrégation, une pure et simple discrimination. Il me semble que le travail des psychanalystes, c'est d'analyser le social tel qu'il est en comment dire ça,
en ne niant pas l'histoire. C'est-à-dire en ne considérant pas que tout peut se penser simplement en termes de structure et en termes de signification. Il me semble que l'un des enjeux du travail tel que moi je le présente, c'est d'articuler la structure et l'histoire et de donner toute sa place à l'histoire. Voilà, pour lancer la discussion, ce que je voulais dire. J'essaye de situer mon propos dans le cadre qui est le sien, le cadre d'un débat d'abord interne à l'association, à l'école à laquelle j'appartenais, et une série de contributions à une réflexion dont l'enjeu est plutôt épistémique et qui relève de mon travail dans le cadre des séminaires d'études doctorales que j'animais à Toulouse du temps où j'étais professeur des universités. Voilà. Alors, quelles sont les questions pour ceux qui... Les questions ou les remarques ou les... Parce que bon, le problème c'est qu'il est difficile de discuter en effet pour ceux qui n'ont pas pris connaissance du livre. Oui. Mais je crois qu'à partir de ce que Françoise vous a dit et à partir de la contextualisation à laquelle je viens de procéder, il y a des éléments qui ont pu surgir peut-être et puis on peut partir de là comme point de départ et après s'il faut que je développe davantage, je le ferai. Alors, du génocide à la sauvagerie. Alors, bon, c'est une question difficile, c'est une question compliquée. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, quand on entend le syntagme, l'expression discours de la science, de faire équivaloir à la science. Donc, la première des choses à éviter, c'est ça. C'est-à-dire que Lacan distingue scrupuleusement la science, donc qui oppose à l'idéologie et à la religion, d'une part, du discours de la science. Donc, si vous voulez, la manière la plus simple de présenter les choses, c'est de dire la science, c'est la pratique épistémique, c'est la pratique sociale qui a pour visée de produire des connaissances. Et Lacan distingue deux sciences en réalité. Il y a la science antique, la science des Grecs, et il y a ce qu'il appelle la science moderne. C'est celle-là qu'il appelle la science, celle qui naît au XVIIe siècle avec Galilée, avec Newton, avec Descartes principalement. Ça, il l'appelle la science moderne, il l'appelle la science. Simplement, il considère que cette science, elle ne se réduit pas à la pratique de production des connaissances, qu'elle emporte en même temps une conception générale du monde, des rapports humains, etc. Donc, il y a toute une idéologie de la science qui fait cortège à la science. Et c'est ça qu'il appelle le discours de la science. Ce qui est tout à fait différent de la science qu'on pratique. Ce n'est pas ce qui se pratique dans les laboratoires et dont les savants produisent, à partir desquels les savants produisent des théories. Il y a, par exemple, la théorie de l'évolution de Darwin, mais il y a toute la conception du monde, toutes les interprétations, toutes les idéologies qui vont de la sociologie, etc., qui interprètent le monde à partir de la théorie de l'évolution. Ça fait partie de ce que Lacan appelle le discours de la science. Ce n'est pas la théorie scientifique de l'évolution, c'est l'idéologie évolutionniste. Ça relève du discours de la science. Je ne sais pas, ça répond à votre question. Bon. La ségrégation, elle est dans les familles. Le fait même que dans un appartement, il y ait des chambres pour les enfants et des chambres pour les parents, c'est de la ségrégation, en réalité. Oui, c'est des chambres, bien sûr. Ça n'empêche pas la circulation. Non, ça n'empêche pas la circulation, mais il y a de la ségrégation. Oui. Différenciation. Oui, tout à fait. Absolument. Moi je crois qu'il y a une tendance, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi on veut à tout prix considérer que la ségrégation ne vaut qu'au niveau
au niveau social, au niveau des sociétés et dans les rapports entre les groupes. C'est là où, notamment, vous avez parlé du Brésil. Le Brésil, c'est un État esclavagiste d'abord, puis un État colonial. Ce qui a été mis en place l'a été dans des conditions historiques déterminées. C'est ça qui marque, c'est ça qui fait que les ségrégations prennent cette allure, cette forme que vous soulignez. Mais ce n'est pas dans l'essence, si je puis dire, de la ségrégation, de déboucher ou de comporter cette dimension verticale et de domination. Oui, mais justement, c'est un point sur lequel je ne suis pas d'accord sur la manière dont on interprète le racisme. Il peut y avoir du racisme sans ségrégation, et il peut y avoir de la ségrégation sans racisme. Ségrégation sans racisme, je suis d'accord. Mais racisme sans ségrégation, je suis oui, mais moi, je viens d'un pays, d'une ville, où il y avait, en tout cas, de la ségrégation, parce que toute la population n'était pas de la même couleur. C'est-à-dire qu'il y a les Maures, il y a les Touaregs, il y a les Sanraï, il y a les Bellas, etc. Il y a une structuration sociale qui est à la fois fondée sur l'idée qu'il y a une aristocratie. Et dans cette aristocratie, il y a à la fois des Blancs, des Noirs et des Métis, mais tout le monde vit ensemble. Je veux dire, il n'y a pas de quartier pour les Noirs et des quartiers pour les Blancs, etc. Il n'y a pas de séparation sociale. Ce n'est pas l'apartheid, si vous voulez. C'est pour ça que je vous dis, il peut y exister du racisme, c'est-à-dire il peut exister une idéologie de l'existence des races et de la hiérarchie des races avec une vie sociale sans séparation. Je sais très bien, je connais bien les Antilles, puisque ma femme est martiniquaise. Voilà, vous voyez, je suis multicarte là. Je suis musulman, je suis psychanalyste, je suis marié avec une chrétienne, etc. Donc je connais... hein? Ah ben tout va bien, ouais. Je connais très bien les Antilles, mais ce que vous oubliez de dire, c'est que les Antilles, c'est aussi une société esclavagiste d'abord, une société coloniale. Oui, mais ce n'est pas dans la nature. Il peut y avoir du racisme sans qu'il y ait une domination de la race qui se considère comme supérieure sur les autres. Moi, c'est ce que j'ai vécu, on m'a dit. Il peut y avoir l'idéologie, c'est-à-dire que les gens pensent qu'il y a une hiérarchie entre. Mais ça ne se traduit pas économiquement ou dans les vies sociales. Ça n'interdit pas les mariages mixtes. Ah oui, ah si. Alors, on peut discuter pendant longtemps. Comment? Oui, on peut discuter pendant longtemps parce que... Le mariage est compliqué. Pardon? La question des mariages aux Antilles, c'est compliqué. Non, mais je ne vous parle pas que des Antilles, là, en l'occurrence. Je vous parle d'une manière générale. Hein? Non, mais aux Antilles, il faut toujours contextualiser. Il faut contextualiser. Mais entre les Allemands et les Français pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'était la même chose. Non, c'est pas... Non, mais ça, ce sont des conflits, ce sont des haines, ce sont... Oui, ça peut... Non, mais ce n'est pas du racisme. Pour moi, le racisme, c'est l'idéologie de l'existence des races et de la hiérarchie des races. C'est ça le racisme. Ah, non. On peut ne pas aimer quelqu'un et ne pas considérer qu'on est supérieur à lui. Ce n'est pas pareil. Non. Je trouve qu'il y a une banalisation du terme de racisme qui lui enlève justement son ressort. Je suis tout à fait d'accord avec vous concernant le fait que la science la plus récente conteste l'existence des races. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un imaginaire des races et il n'y a pas une efficacité du racisme. C'est autre chose. Hein? La science a beau dire qu'il n'y a pas de race, les gens
quand il me rencontre, il me voit d'abord comme noir. Vous pensez que c'est uniquement dans ce sens-là? Non, mais je n'ai pas dit que... Parce que c'est dans l'autre sens. Écoutez, C'est différent. je n'ai pas dit que c'était que dans ce, que c'était dans ce sens. Je parle pour dire... Mais ce n'est pas... Le fait de voir quelqu'un comme noir, je n'ai pas dit que c'était du racisme. Il y a des gens qui me voient comme noir ou qui voient quelqu'un comme noir, mais, et qui sont tout à fait ravis de voir quelqu'un de noir et qui sont tout à fait, parfois, qui sont fascinés, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vous savez, ça peut prendre mille et une formes. Moi, ça ne me pose pas de problème. Ce que je voulais dire en réponse à ce que vous disiez, c'est qu'il y a le fait que nous sommes dans un monde, nous sommes faits de telle sorte que la question de la perception opère, agit. On perçoit d'abord l'extérieur, le phénotype de quelqu'un. Et une forme de différence. Ce n'est pas la différence. Mais après, il y a ce qu'on a fait. Il y a la manière dont ça vient s'inscrire dans un système de représentation, etc., etc. Dans une histoire, dans des idéologies, dans autre chose. Je veux dire, il ne faut pas partir de l'idée que, puisque la science a dit qu'il n'y a pas de race, qu'il n'y a pas de race. Ah oui, il n'y a pas de race du point de vue de la science. Mais la science, ce n'est pas tout. La science, ce n'est pas la peinture, ce n'est pas la littérature, ce n'est pas la société, etc. Je viens de faire, il y a peut-être 2 mois, une conférence à São Paulo, au Brésil, que j'ai intitulée « Qui a peur du wokisme ?» Donc c'est pour vous dire que c'est une question qui m'intéresse et sur quoi j'ai travaillé. Mais bon... Est-ce qu'on peut définir exactement le wokisme? Pardon? Est-ce qu'on peut définir ce qu'est le wokisme? Justement. Parce que j'avoue que moi, Mais ce que la conférence que j'ai faite, ce n'était pas pour dire qu'il y a du wokisme, c'était pour rappeler le mode de construction de la catégorie même de wokisme et de voir, il suffit de voir ce que Trump et Musk font aujourd'hui du terme de wokisme, de woke, pour savoir à quoi ça peut conduire. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Mais je ne crois pas que ce soit la question de fond que vous posiez. Votre question, elle portait sur les rapports entre structuralisme et histoire, et notamment sur les usages qui ont pu être faits de l'histoire par des personnes ou des théoriciens ou des intellectuels qui se réclamaient du structuralisme. Alors ça tient à l'histoire même du structuralisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans le structuralisme, dans sa forme la plus intransigeante, si je puis dire, celle de Jacobson, de Lévi-Strauss, etc. Parce que ni Lacan ni Derrida ne sont en réalité des structuralistes. Et tout le travail de Lacan, notamment, qui est celui que je connais le moins mal, ça a consisté justement à s'émanciper du structuralisme. Il a utilisé le structuralisme pour faire valoir un certain nombre de points de vue, notamment la fonction, l'importance du langage dans la psychanalyse. Mais en dehors de ça, du concept de structure, etc., l'essentiel de son travail a été justement de dire qu'il n'y a pas que le langage et la parole, mais qu'il y a aussi les discours. Donc là, on revient véritablement au cœur du travail de mon ouvrage. C'est-à-dire que si on considère qu'il y a des discours, ça veut dire qu'on implique la dimension du corps, de la jouissance, et on convoque également la dimension historique. Sinon, on ne peut pas faire de la psychanalyse rien qu'avec les mots, avec le symbolique que Françoise rappelait tout à l'heure. Voilà, et les signifiants. Mais c'est parce que les signifiants ont un effet sur les corps, et donc sur la jouissance, qu'il y a de la psychanalyse. S'il n'y avait que du sens, de la signification, que de la métaphore et que de la métonymie, je ne crois pas que les gens reviendraient en séance. Je voudrais quand même, si vous pouvez m'éclairer sur ce point, quel rapport entre la psychanalyse qui est dans cette proposition, comment vous comprenez-vous, puisque moi je ne le comprends pas du tout,
le rapport entre la psychanalyse qui serait laïque si on interrogeait la religion juive au sein de la psychanalyse et le rapport avec... Alors c'est vrai que dans ce texte, il fait un rapport avec les camps de concentration qui est quand même très malvenu au moment où il dit que on ne s'est pas assez concentré. Enfin bon, c'est quand même assez délicat. Et voilà, les noms du père, quel rapport? Oui, c'est une question extrêmement compliquée. Je vous l'accorde. De toutes les manières, tout le texte, je crois que beaucoup d'entre vous ont pratiqué ce texte, la proposition d'octobre, qui est le plus grand texte institutionnel de Lacan, puisque c'est le texte avec lequel il introduit son expérience de la passe dans son école. C'est une proposition sur le psychanalyse de l'école. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Alors, donc, je peux vous dire ce que moi, j'ai compris de cette question de la mise en question, qui n'est pas une mise en cause. Il dit mise en question de la religion juive, ce qui n'est pas la mise en cause de la religion. Alors, vous êtes d'accord? Alors, il me semble qu'il renvoie au projet qui fut le sien de mettre à l'étude, pour essayer de comprendre quelque chose du rapport de Freud au père et de la psychanalyse au père. Non, mais dans le livre, je crois qu'on a repris une conférence que j'ai prononcée au Brésil, qui s'intitule « Psychanalyse ou racisme ». Oui. Voilà, et c'est une conférence que j'ai été amené à prononcer à l'invitation de collègues d'un forum à côté de Rio de Janeiro, où s'était posé, ou se pose, continue à se poser le problème d'un certain nombre de collègues qui ont introduit l'idée que les analysants noirs devaient s'adresser exclusivement à des analystes noirs, etc. Et que c'est pour ça que j'ai poussé le bouchon très loin en leur disant il faut alors que les femmes ne soient analysées que par des femmes, les homosexuels que par des homosexuels, les petits que par des petits, les grands que par des grands, etc. Voilà, non. J'ai exagéré un peu, mais il me semble que cette question du racisme pose la question de savoir la psychanalyse est-elle une pratique universaliste ou une pratique qui est différentialiste et l'idée serait à ce moment-là qu'on ne peut analyser que quelqu'un qui est comme soi. C'est-à-dire, c'est tout à fait à l'opposé de l'éthique de l'altérité dont je parle. Voilà. Il me semble qu'à partir du moment où la psychanalyse nous enseigne que nous sommes étrangers à nous-mêmes, que l'inconscient c'est un autre à nous-mêmes, considérer qu'il faille aller pour une analyse chez quelqu'un qui appartient, qui a la même religion que nous, qui a la même couleur de peau que nous, qui parle la même langue, à la limite la langue, ça se comprend, mais même là, ça peut être un problème. C'est-à-dire que c'est tirer la psychanalyse du côté exclusif de la signification. Ça veut dire, je te comprends, je m'identifie à toi, je palpite avec ce que tu dis. Il me semble que c'est le contraire en tout point de la psychanalyse où, justement... C'était au Brésil ou en Argentine, il y a quand même des psychanalystes qui avaient participé quand même à la Terreur. Oui, en Argentine. C'est en Argentine, pas au Brésil. Et là, il y avait quand même eu des questions sérieuses. Oui, mais ça c'était au niveau politique. Travailler avec ces psychanalystes-là. Ça c'est au niveau politique. Politique. Oui, mais là, on tire les choses c'est ça, qui serait une interprétation, en tout cas pour moi, frauduleuse de ce qu'on appelle le wokisme, puisque le wokisme, c'est contre la domination et c'est pour la reconnaissance des droits et l'émancipation. Là, il s'agit de mouvements qui vont dans le sens du différentialisme et du côté de l'exclusion de l'autre. C'est-à-dire dire, bon, les patients
juifs avec les analystes juifs, les patients noirs avec les analystes noirs, les patients portugais avec les analystes portugais, etc. C'est vraiment mettre à bas tout ce que Freud a inventé, a apporté à la psychanalyse. Tout ce que Lacan a apporté. Lacan avait autour de lui Serge Leclerc, Pontalis, Solange Faladé, Mustapha Safwan. Je veux dire, ce n'était pas quelqu'un qui pensait la psychanalyse à partir des différences ethniques ou raciales. Bon, moi je ne peux pas conclure. Je suis juste très contente qu'il y ait eu ce débat et d'avoir lu votre livre et à ce propos, pour ça, relu Lacan et je vais continuer à m'interroger sur ces textes. Voilà. Merci en tout cas, merci à vous. Je suis vraiment très touché de votre